Aujourd'hui, notre Zoom va vous faire traverser à moto l'île indonésienne de Java. Point de départ, la bouillonnante capitale Jakarta. Point d'arrivée, le somptueux temple de Borobudur. Et entre les deux, des rizières et des volcans. Mathieu Dupont. Sortir de Jakarta, voilà notre premier défi. Il faut se faufiler dans la capitale indonésienne et ses 11 millions d'habitants, toujours en alerte, à droite, à gauche, devant. C'est l'enfer, circulation à Jakarta. Cet homme sera notre guide. Comme tout le monde ici, il emprunte les voies cyclables où les cyclistes sont invisibles. Et puis soudain, demi-tour. Allez, va. Mes complices motards ont trouvé un raccourci. Jakarta, c'est un amalgame de grandes rues et de petites ruelles comme ça qui nous permet justement d'échapper aux grands bouchons. Allez, allez. Un raccourci, enfin presque. Car dans ces allées, il faudra jouer des coudes. Enfin, notre route vers le sud-est se dégage avec une certitude. À Java, le deux roues est un mode de vie. Ce jour-là, relier notre hôtel près de Bogor avant la nuit sera impossible. Un déluge s'abat sur nous. Arrêt obligatoire. Ça va durer longtemps? Je ne sais pas. Et ça ne s'arrêtera pas. Nous arriverons tard et trempés au son des grillons, avec une seule envie, retrouver le soleil. Rêve exaucé le lendemain. Dans cette nature exubérante, le programme est chargé. Direction les pentes du Kawaratu, ce volcan planté au milieu des rizières. Sur l'île de Java, presque chaque village possède ses parcelles de riz et les ruelles sont tapissées de ces grandes bâches. En ce moment, il pleut beaucoup, donc pendant la récolte, c'est pas assez sec. Donc on est obligé de faire sécher au soleil comme ça, pour avoir la meilleure qualité, quoi. Et voilà les acteurs de cette culture ancestrale. Youssouf et ses bœufs. Ici, on récolte 800 kilos de riz, parfois 1 tonne pour le village. Et tout est naturel. Les animaux font du caca, quand ça fait des engrais, ça pollue pas, ça c'est top. Pour atteindre les pentes du volcan, il faut demander sa route. Jouer les équilibristes au milieu du village. Car bien sûr, aucun de ces chemins n'est sur la carte. Une fois arrivé, On va marcher après 2 heures. là aussi, c'est étroit et sportif. Mais qu'importe, des milliers de visiteurs viennent ici le week-end, parfois même en sandales. Et ne demandez pas combien de temps il reste, c'est toujours la même réponse. 15 minutes à peu près. 15 minutes? Oui. Ok. 15 minutes indonésien, c'est-à-dire 1 heure. Ouais, ici c'est l'heure élastique, on va dire. Encore un effort, jusqu'au bout du chemin, lorsque le brouillard se dissipe et laisse place à une fumée à l'odeur de soufre. Il y a éboulement. Cet éboulement nous rappelle que nous marchons bien sur un volcan. Il y a l'eau, la pluie, et puis après, la chaleur, la terre volcanique. C'est 150 degrés. À 1347 mètres d'altitude, sur le cratère, le volcan souffle, respire. On doit faire attention, surtout par là. Près de la rivière, au milieu des pierres brûlantes. L'endroit est le passage obligé pour un moment inoubliable, en direct sur Instagram. Retour en ville. Suivre cette cuisine ambulante nous mène dans les rues colorées de Bandung. Pour une expérience culinaire, la cuisine de rue, une tradition en Indonésie. Les brochettes de poulet, du poisson grillé et toutes sortes de soupes sont au menu. Qu'est-ce que c'est? C'est une soupe au gingembre. Ça réchauffe. Mais pour ceux qui aiment la Bretagne, comme moi, ce sera le martabak. Prenez une crêpe épaisse, rajoutez beaucoup de beurre, beaucoup de fromage, et surtout n'oubliez pas le lait concentré. Et voilà,
déguster. Et c'est léger quand même. C'est léger. Faut goûter. Très, très, très léger. Et plein de calories. Pour poursuivre le lendemain notre route au milieu de ces plantations de thé et s'arrêter dans un site bien mystérieux. Gunung Padang et ses 350 marches pour monter sur une pyramide de pierre. Détruite par un tremblement de terre, elle a laissé des milliers de pierres volcaniques plantées et éparpillées sur le sol. Un lieu où certains viennent se recueillir. C'est bon de méditer ici, au milieu de la nature. On évacue le stress et ça soulage. Depuis 2 ans, le gouvernement indonésien tente de percer le mystère de ce temple détruit, que certains disent plus ancien que les pyramides d'Égypte. On creuse pour trouver des pierres enfouies et étudier leur structure. On essaie de trouver des preuves qu'il existait une structure construite par nos ancêtres qui servait à prier le dieu de la montagne. Nous avons la chance de croiser Faiz, un archéologue. Lui tente de comprendre l'architecture du lieu. Vous voyez ces formes hexagonales? Pour trouver le schéma de la structure, on doit comprendre comment les pierres étaient assemblées et verrouillées entre elles. Une sorte de Lego géant où il ne manque que le plan. Notre plan à nous, descendre et puis remonter. Nos motos font forte impression, comme ici à 2000 mètres d'altitude, avec les gardiens du Tangkuban Perahu, l'un des volcans les plus visités de Java. Ah oui, elles sont super. Alors, s'ils vous demandent d'essayer, Je peux? dites oui. Oui, super. En échange, ticket gratuit pour visiter une légende et nous ne serons pas seuls pour admirer le volcan gris. Ses plis, ses creux. Un paysage lunaire pour un volcan encore actif. Cette dernière éruption, c'est daté 2019. Au bord du cratère, on vend tout et n'importe quoi. C'est combien? 3 € les pierres et 2 € les poudres. Cette professeure a amené sa classe sans aucune crainte. C'est facile d'accès et puis je pense que si c'était dangereux, on nous aurait prévenu avant. D'ailleurs, sous l'immense mosquée au bord du cratère, le géant est surveillé. La moindre secousse est enregistrée et en cas de danger, la fermeture est immédiate. Mais à Java, c'est plutôt les torrents de pluie que l'on redoute. Pour les habitants, une question d'habitude. Pour nous, être mouillé, d'accord, mais autant que ce soit de l'eau chaude. À quelques kilomètres, dans ces bains, elle descend directement des pentes volcaniques. De l'eau à 32 degrés, qui paraît-il a des vertus relaxantes. Après des heures de moto, nous ne boudons pas notre plaisir, et le lendemain non plus d'ailleurs. Nous avons rejoint l'océan Indien, jusqu'au petit village de pêcheurs de Batu Karas. À notre grand étonnement, les bateaux encombrent la route et aucun pêcheur n'est sorti ce matin. Ils disent ne plus rien comprendre au climat. C'est la saison sèche, mais il y a souvent beaucoup de vent et du courant qui amène des déchets. Du coup, on pêche de moins en moins. À quelques mètres de là, Ikan vend du poisson au village. C'est difficile de s'en sortir. Pourquoi ? C'est le climat. Parfois, il fait beau la journée, mais toute la nuit, il pleut. Les pêcheurs ne sortent plus et on tente juste de survivre. Sous le soleil, le premier bateau de pêche de la journée va tenter sa chance. Et pendant qu'il prend la mer, nous aussi, nous laissons nos motos pour ce bateau. Direction la rivière du Canyon Vert.
Une gorge où l'eau et la nature se donnent en spectacle. Au fond, une grotte à ciel ouvert, le repère des amateurs de canyoning. Sans hésitation, ils plongent. Et gardent toujours le sourire, même s'ils rôdent. Le varan javanais, qui heureusement est parfaitement inoffensif. Pour terminer, que diriez-vous d'un petit tour au Nirvana? 2,5 millions de visiteurs l'atteignent chaque année. Bienvenue à Borobudur. Le plus grand temple bouddhique du monde. Réservation obligatoire, basket interdite pour ne pas abîmer et règles strictes. 3500 personnes, pas une de plus, peuvent escalader chaque jour les très hautes marches de ce sanctuaire exceptionnel, construit à Java au 8e siècle. À tous les étages, 2672 bas-reliefs, sculptés dans la pierre volcanique. Tous racontent les vies multiples de Bouddha. Une fois de la vie, pour les bouddhistes, il faut aller ici. À 40 mètres de hauteur, nous atteignons le lieu ultime. 73 stupas célèbrent l'esprit libéré de Bouddha. Les stupas, ça indique première et la deuxième, qui est la modestie avec la robe de Bouddha. 3 et 4, ça c'est des pétales et fleurs de lotus, ça symbolise la pureté. Et là-haut, ça c'est un bol de riz à l'eau versé, ça indique dans la méditation, pas boire, pas manger, ou bien on dit aussi le jeûne. Et la canne au sommet, c'est pour la perfection. Et chaque stupa, il y a une statue de Bouddha à l'intérieur. Et comme par miracle, devant la beauté de ce sourire, la sérénité envahit notre esprit. Sans doute ce que l'on appelle la paix intérieure.